et bienvenue à l'Assemblée nationale. Je suis donc Danielle Obono, députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise NFP. Et Ercilia Soudé m'a fait l'amitié et le plaisir de proposer de co-organiser avec elle cet événement. Je tiens à dire déjà que, en vérité, c'est elle qui a porté l'ensemble de cette organisation et bien plus que cela, puisque même en tant que militante antiraciste depuis très longtemps, je dois avouer que je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur et des proportions de l'antiziganisme. Et c'est donc en partie grâce au travail fait par Ercilia, mais aussi en découvrant il y a quelques années cette problématique par les travaux au sein de la commission des lois où je suis membre, et notamment les recherches que j'ai pu faire autour des travaux de la CNCDH, autour aussi des travaux que j'ai découverts sur le sujet par différentes associations, que j'ai commencé à me former véritablement sur ce sujet. Et je tiens à remercier très sincèrement Ercilia, parce que depuis qu'elle a été élue à l'Assemblée nationale, elle s'est vraiment investie sur ce sujet. Elle a fait un travail extraordinaire, y compris en fait pour porter ce sujet au sein même de notre groupe et de notre mouvement, parce que c'est un des angles morts, je crois, que nous continuons à avoir, et c'est grâce à ces déterminations que ça commence à émerger, même pour nous, même pour des militants de gauche, un mouvement et un groupe, je crois, qui porte avec détermination la question de l'antiracisme. Et c'est grâce à son travail que, effectivement, c'est un sujet qui avance. Donc, je tiens à vraiment la remercier, d'autant qu'elle fait l'objet, pour cet engagement notamment et sur d'autres sujets, de temps de violence. Et donc, voilà, c'est d'autant plus estimable et admirable qu'elle continue à faire ce travail. Je vous remercie également d'être présent et présente, parce que pour moi ce sera un moment d'enseignement, d'éducation politique, de vous entendre, et je suis très heureuse de pouvoir présider cette première table ronde avec des personnalités éminentes de la question de l'antiziganisme, qui pour moi aussi, je crois, en tout cas ce que je porte dans le combat antiraciste, c'est le fait de faire reconnaître et d'affirmer aussi l'appartenance commune qui est la nôtre à ce pays, à cette nation, et la lutte contre le racisme, et ici contre l'antiziganisme, c'est aussi une manière de porter l'identité et nos identités plurielles, et de découvrir aussi une histoire française d'émancipation et de faire reconnaître la richesse de toutes celles et ceux qui, certes, ont été stigmatisés, discriminés, ont subi, y compris des processus génocidaires, mais portent aussi une histoire belle et forte. Et donc, je crois vraiment à la revendication et la mise en valeur aussi de cette lutte antiraciste comme une lutte aussi voilà, de ce qui fait communauté, de ce qui fait France et qui fait notre force. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je préside cette table ronde sur la thématique de l'identification de l'antiziganisme, avec Aurélie Garand, qui est une militante, et la sœur d'Angelo Garand, voyageur tué par la police, avec Anina Ciuciu, oui, c'est ça, avocate, que j'ai eu le plaisir de rencontrer très tôt aussi en devenant députée, et qui m'a aussi beaucoup appris sur la problématique de l'accès à l'école, et qui est cofondatrice du collectif École pour tous, et Milo Delage, président de France Liberté Voyage. Je vais sans plus tarder vous laisser la parole, peut-être en commençant par vous, Milo. Je veux bien. Et puis voilà, on pourra faire traverser la parole.
Merci. Bonjour à tous, c'est un honneur pour nous, le monde du voyage, d'être accueilli à l'Assemblée nationale pour justement parler de la problématique de notre mode de vie en tant qu'itinérant. Alors je suis monsieur Delage Fernand, dit Mido, je suis président de l'association France Liberté Voyage, je suis membre de la commission consultative nationale des gens de voyage pour être représentatif et je représente là ce soir, dans cette réunion, toute la diversité du monde du voyage. C'est-à-dire, dans le monde du voyage, il y a toute une diversité. Hein. Il y a des Roms, il y a des Manouches, il y a des Sinti, il y a des Yéniches, il y a des Forains, il y a des gens du cirque. Et je représente aussi les associations religieuses, c'est-à-dire la SNIT, Vie Lumière, aussi l'Aumônerie nationale qui m'a demandé de les représenter, parce qu'ils ne pouvaient pas se déranger. Donc je vais faire un petit récapitulatif de notre histoire. Hein. Être né gens du voyage, c'est un parfait hasard, on est né comme ça. Nos premières discriminations ont commencé en 1912. C'est à partir de cette époque-là qu'on a commencé à faire des carnets anthropométriques pour les familles itinérantes. Ça a été supprimé après en 69 et à partir de 69, ils nous ont fait des carnets et des livrets de circulation qui nous obligeaient à aller tous les 3 mois à la gendarmerie ou au commissariat. Et obligatoire jusqu'à partir de 13 ans. Donc on a eu la chance avec notre avocat, M. Drôme, de faire le recours en 2012 exactement, hein, comme on parle. Et le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Il y a eu l'abrogation totale des carnets de circulation. Et en 2017, il y a eu des livrets de circulation qui ont suivi avec M. Dominique Rimbaud. Donc voilà, c'était un combat en permanence pour faire reconnaître la citoyenneté. On se bat depuis toujours. Moi, depuis ma naissance, je me bats pour ça parce que je suis fils et petit-fils d'internés. Mes grands-parents ont été internés à Montreuil-Bellay. Pour nous, ça a été un drame parce qu'on ne comprenait pas. Mon père ne voulait plus jamais passer à part Montreuil-Bellay parce que comme il passait à Montreuil-Bellay, ça avait rapporté des souvenirs terribles. Ils ont été internés arbitrairement sous le régime de Vichy parce qu'ils étaient à l'époque bohémiens au Romanichel, ils ne disaient pas gens du voyage. L'appellation gens du voyage, c'était en 69. Donc tout ça, ça a changé. Avec M. Dominique Rimbaud, on a fait la loi égalité-citoyenneté qui a permis de supprimer tous les carnets et les livrets de circulation. Maintenant, on ne devrait plus s'appeler gens de voyage, on devrait simplement s'appeler citoyens itinérants. Et je me mène un combat important pour que justement tout le monde du voyage, en tant que Français, parce qu'on est Français depuis toujours, qu'importe nos origines, qu'importe nos croyances aussi, je me bats pour la légalité. Et si je veux bien comprendre, on est dans la maison du peuple, c'est nous aussi, on fait partie des enfants de la République. Oui. Et ça, c'est pas reconnu. Oui. On est stigmatisé systématiquement dès qu'on se fait appeler gens du voyage. Oui. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Encore récemment, avec Anina, on a fait condamner, on a amené Madame le maire de Denner au tribunal parce qu'elle avait des propos extrêmement racistes contre le monde du voyage. Oui. Et c'est un combat vraiment, et on s'entend tous les jours, vous pouvez prendre la presse, tous les jours, il y a des maires, des députés qui critiquent le monde du voyage, mais c'est eux qui sont dans l'illégalité parce que j'explique qu'il y a une loi qui existe, qui est la loi Besson, depuis mai 90, modifiée juillet 2000. On est 35 ans après, on est qu'à 30 ou 40% seulement d'aires d'accueil de réaliser. C'est-à-dire qu'une commune de plus de 5000 habitants a l'obligation de faire un terrain d'accueil. Mais ils biaisent. Ils se mettent des fois à 5 communes de 5000 habitants pour faire une aire d'accueil. Ils font 20 emplacements. Il y a 200 caravanes à placer, vous voyez, par exemple. Donc ça ne va jamais, ça ne correspond pas. Il faut absolument que la loi Besson soit respectée dans toute sa totalité. Il y a une commune, dès qu'elle a 5000 habitants, il faut qu'elle fasse une aire d'accueil de passage pour les familles. Voir aussi si c'est un autre besoin, c'est une aire de grand passage qu'il faut faire. Ou alors, après, s'il y a des familles qui sont en voie de sédentarisation, qui ne voyagent plus, eux, c'est des terrains familiaux qu'il leur faut. Oui. Mais ça, on est, je vous dis, 30-40% maximum. Dans tous ces problèmes, on les connaît tous les jours de plus en plus parce qu'il n'y a pas une volonté de nous accueillir, de faire comme on pourrait faire à tous les Français normalement. Le monde du voyage, il est discriminé en permanence. Et pour nous, c'est insupportable. Là, j'ai des représentants gitans, j'ai des représentants manouches, j'ai des représentants des associations de jeunes qui sont là aussi. On est tous associés pour ça, pour défendre, en respectant les valeurs de la République, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la République nous respecte et nous, on va respecter. Du moment qu'il y a des erreurs qui sont faites, tout se passe très bien. D'ailleurs, pour ceux qui voudront les voir, ceux qui voudront me demander, sur chaque commune où on passe, mon association fait des attestations de bonne conduite. D'ailleurs, Madame Ercilia, vous les avez envoyés à Bruno Rotaillot, qui vous a envoyé un autre courrier en nous expliquant qu'il s'était trouvé très bien que les communes respectent leurs obligations. À lui d'obliger les communes, justement, à ce qu'ils respectent l'accueil. Et après, s'il y en a qui se mettent dans l'illicite, ça va se faire. C'est là qu'ils peuvent intervenir, c'est normal. Mais la problématique, c'est qu'ils ne respectent jamais leurs obligations et ils veulent nous faire nous expulser. Et comme il n'y a pas de stationnement,
pour le monde du voyage. Là, on représente des milliers de familles en France, c'est pour ça que je peux en parler. Ils savent tous qu'on est là, des centaines de milliers. Oui. Il y a la démographie aussi. Le monde du voyage, il a augmenté d'année en année. Vous voyez, par exemple, il y a 25 ans, à l'époque des carnets de circulation, il y a Henri Braun qui est là, il peut le dire aussi, bon, il nous comptait à 450 000, mais il y a 25 ans. Et là, maintenant, 25 ans après, ne serait-ce que mes familles à moi, des grandes familles, les familles à Baba, les familles à Bayou, ont augmenté, ils sont grands-pères, ils sont tous grands-pères, voire arrière-grands-pères, et tout ce beau monde vit en caravane, vit en habitat mobile, vous voyez. Et s'il n'y a pas de stationnement, alors c'est là que je vais en venir, il n'y a pas de scolarité, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de soins. Parce que comme tout le monde, on a des personnes qui sont vieilles, qui sont malades, qui ont besoin de soins, et qui ont besoin de tranquillité aussi, vous voyez. Alors vous voulez aussi vous sédentariser, parce que beaucoup de familles maintenant ont peur, parce qu'il y a des problèmes, ils sont expulsés, il y a la gendarmerie le matin, ils viennent, ils vous expulsent, c'est pas égal, vous voyez. Même que vos enfants à l'école, on a encore eu récemment, on vous expulse en nous en foutant que les enfants sont à l'école. Eh bien, même si vous voulez vous sédentariser, vous êtes dans la difficulté quand même. Vous achetez un bout de terrain, qui est des fois un simple terrain de 1000 m², c'est pour mettre vos caravanes, pour vivre en famille, pour être tranquille. Eh bien non, on ne vous donne pas l'autorisation d'avoir l'eau ni l'électricité. Donc à cette époque-là, depuis 3 ans, j'ai alerté le défenseur des droits. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Claire Edan, et j'ai expliqué la situation concernant le monde du voyage. Oui. Et justement, elle a fait faire une enquête par les personnes qu'elle a voulu nommer, et elle s'est rendue compte de ce que je disais, que c'était totalement vrai, et en dessous de la vérité. Mais elle a pris 16 sujets importants. Vous voyez, et maintenant, le défenseur des droits s'est engagé à nous défendre. Alors, c'est ce que la scolarité, le refus de l'électricité, le refus de stationnement, faire des heures d'accueil des fois pendant 5-6 mois pour réparer un robinet. C'est toutes des choses comme ça qui nous pourrissent la vie. Donc, il faut prendre le problème à bras-corps. Je vous remercie, mesdames les députés, parce qu'on compte sur vous pour justement qu'il y ait une loi qui vraiment oblige les communes à respecter l'accueil, et si c'est respecter ça, ça ne pourra que mieux aller, quoi. Ça ira de mieux en mieux pour tout le monde. Ou alors il faut interdire totalement le monde du voyage de circuler. Mais non, on nous interdit de circuler, il faudrait rester sur place. Et nous, on ne veut pas rester sur place, on est itinérant de père en fils depuis toujours, donc c'est notre mode de vie. Alors voilà, j'espère que cette journée va faire avancer les choses avec le soutien de mes amis. Et il y a M. Payot qui m'a demandé d'écrire une petite lettre que vous avez écrite. Hein, je vais la lire. Voilà. Alors ça, je le lis pour les gitans du Grand Sud, hein, qui représentent de Perpignan jusqu'à Nice tous les gitans. Et voilà. Et les organisateurs de cette Paris de la mer, d'ailleurs. Donc c'est bien. Alors voilà, l'antiziganisme, et pourtant ça marche. Le racisme et la discrimination sont partout. À l'école, dans les médias surtout, chez les riverains, bien sûr. Les élus locaux ne sont les derniers concernés, mais le plus choquant est le détournement des lois. Voici un exemple. La loi impose aux groupes de grand passage de se déclarer aux autorités. Les préfectures informent les maires et présidents des PCI des semaines à voir et des mois à l'avance pour préparer le stationnement dans de bonnes conditions. Prévoir un accès routier correct, alimenté en eau, en énergie, installer des bacs, poubelles, payés par les familles. L'intention de la loi était de faciliter les discussions, les compromis, pas de piéger les groupes de voyageurs. Alors que dire de certains élus qui mettent au profit de ce délai pour empiler des blocs de béton, des rochers, des tranchées, pour empêcher le stationnement. Merci. Pourtant, de bonnes pratiques existent entre élus et voyageurs, qui ne font jamais la une de nos journaux. Donc personne ne parle en commission départementale, qui est la mienne, parce que j'ai plein d'attestations, j'en ai à peu près 200 attestations des Île-de-France, j'ai passé dans tous les pays. Souvent en Savoie, en Isère, partout, et on n'a que des attestations de bonne conduite que vous retrouvez sur Internet, sur francelibertévoyage.fr. Des échanges de bonne foi sont possibles et produisent de bons résultats. Des accords en cas à cas, tout peut se discuter. La dimension du groupe comme la durée de séjour, avec en échange l'accès aux fluides, à la collecte des déchets et des vestiaires. Personne ne fait confiance d'emblée, mais les bonnes expériences réciproques créent la confiance pour les années suivantes. Je vous remercie du fond du cœur pour ces applaudissements. Et sachez que là, je parle au nom de milliers de familles françaises, hein, des milliers. Voilà, donc ils seront avisés de ce qui s'est dit. Je n'ai pas voulu mélanger les religions, chacun est libre de voir ce qu'il veut. Je ne parle pas non plus de nos origines. Dans le monde de voyage, je répète encore une fois, parce que être gens voyage, ça peut être un sédentaire qui un jour décide de prendre un camping-car et se promener sur le territoire français. J'espère que chacun voilà. Les valeurs républicaines, il faut qu'elles soient respectées par tout le monde. Voilà, merci beaucoup.
tous, je m'appelle Aurélie Garand, je suis la sœur d'Angelo. Je voulais remercier mesdames les députés pour nous donner l'occasion, à nous voyageurs, de prendre la parole ici. Je milite depuis presque 8 ans maintenant, parce que mon frère a été tué par une antenne du GIGN en 2017, chez mes parents, devant mes parents. Et depuis, je me bats pour justice et vérité. Nous avons monté un collectif qui s'appelle Justice pour Angelo. Nous avons demandé justice parce que quand mon frère a été assassiné par 5 hommes du GIGN, devant ma famille sans sommation, il est mort en fait parce qu'il appartient à la communauté des gens du voyage. Parce que le 30 mars, quand ils sont venus tuer mon frère, on connaît la justice et la police. Nous, on a subi toute notre vie la justice et la police. Et pourtant, mes parents, mon père a toujours été un travailleur acharné pour pas nous faire vivre les parloirs et tout ce qui s'ensuit. Nous, on a une famille de voyageurs qui est sédentaire maintenant. Pas toute ma famille, mais moi personnellement et mes parents. Et le 30 mars, Angelo, il était venu déjeuner. Mais bien avant le 30 mars, en fait, ça a commencé tout ça, bien avant même ma naissance et tout ce qui s'ensuit. Mais puisqu'on est là pour les jeunes, je voudrais m'adresser aux jeunes qu'il est important de lutter avant d'en arriver à la mort, en fait. Il est important d'être là, il est important d'oser exister en tant que gens du voyage et que ça, ce n'est pas une honte. Quand j'étais gamine, moi, je ne le disais pas que j'appartenais à la communauté des gens du voyage. Parce que, de toute façon, on habite un petit village et tout le monde le savait. Et c'était sans cesse les réflexions, nous on était sales, nous on était que des voleurs. J'en reviens à Angelo, à comment à 37 ans mon frère il se retrouve tué chez nous par une antenne du GIGN. L'histoire elle commence bien avant, parce que puisqu'on est sédentaire, et ben, en fait on est les manouches du village. C'est comme ça. Et mon père, il a eu des affaires avec la justice, du coup mon père il a fait de la prison. Ma grand-mère a habité là où on habitait, c'était un terrain familial en même temps. Du coup, on est bien ancré en fait dans le village, étant comme des nuisibles. Et peu importe ce qui se passe dans un village, de toute façon, ça sera toujours les gens du voyage. Et ça, il faut l'entendre. Et ça, il faut se battre contre ça. Et Angelo, en fait, lui, il avait 22 ans la première fois que mon frère était en prison. Je vous parle de la prison puisque, en fait, c'est le GIGN qui intervient. Parce qu'à 37 ans, mon frère, il était en prison. Il a eu une journée de permission qu'on lui a donnée, que la pénitentiaire lui a accordé une journée de permission pour maintenir des liens familiaux. Et je vous parle de la prison parce qu'Angelo, la première fois qu'il est passé au tribunal, en fait, il a été pas jugé pour sa conduite sans permis, il a été jugé pour son nom garant appartenant à la communauté des gens du voyage. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là, là où tout a commencé en vérité pour mon frère, et c'est à cause de ça, de ce système judiciaire en fait, qui a conduit au système policier, enfin même si c'est GIGN, à ce système-là à venir tuer mon frère. Il a été décrit par son propre avocat commis d'office pour une conduite sans permis comme un gitan. Angelo Garand, pauvre voleur de poules. Son propre avocat pour défendre mon frère, pour dire ça passera bien puisque de toute façon dans la justice ça passe bien, puis on se moque de ces gens-là puisque de toute façon un procès pour une conduite sans permis ça résume uniquement à une pièce de théâtre. Et en fait ces jours-là qu'on aurait dû dire non. On n'a pas à nous stigmatiser par notre propre avocat commis d'office comme étant un voleur de poules. De là, s'ensuit comme beaucoup de familles du voyage qui sont pointées du doigt comme des nuisibles et tout ce qui s'ensuit. De là s'ensuit tout un engrenage en fait carcéral, comme aussi la classe pauvre en fait aussi. Mais ça ne vient pas de la pauvreté, ça vient vraiment parce qu'on appartient à cette communauté. Et du coup, le 30 mars, c'est le GIGN qui débarque chez nous, alors que mon frère, ça faisait 6 mois qu'il vivait dans sa voiture. Parce que mon frère, peut-être qu'on ne voyageait pas, mais on a l'esprit, nous, de la liberté. Et on a surtout, au-delà de la liberté, je pense que nous, voyageurs, ce qui nous appartient proprement à nous, c'est qu'en fait, au-delà de la liberté, c'est rentrer dans ces cases qu'on veut nous imposer. Moi, je parle pour moi, pour ma famille, on n'est pas destiné à ça et c'est pas dans notre sang d'être rentré dans ces cases. Et
En fait, on fait intervenir le GIGN parce qu'Angelo, il n'est pas rentré de permission. Le lendemain, en fait, comme on connaît très bien la justice et la police et le système médiatique et tout ce système qui fait qu'on lutte aujourd'hui contre l'antiziganisme, c'est qu'on attendait très bien le lendemain dans les journaux que mon frère, il aurait mérité sa mort. On attendait très bien que c'était le voyageur. Et le lendemain, on ne s'est pas trompé dans le journal local. C'était en grande page un gitan. Parce qu'évidemment, la communauté des gens du voyage, comme le disait Milo, c'est vaste. On est plusieurs catégories. Et on n'est pas là pour dire quoi, qui, où, il me semble pour moi, pour ma part. Mais mon frère, il s'est retrouvé à être un gitan en cavale. Pour moi, il était en cavale, il est peut-être un déserteur, oui. Un gitan en cavale abattu par rapport en légitime défense, point barre. Parce que l'affaire de mon frère repose sur la légitime défense. Angelo, il aurait attaqué 5 hommes du GIGN dans une petite remise avec un couteau. On est beaucoup de voyageurs ici, tout le monde sait qu'un couteau, c'est pas forcément une arme. Un couteau, pour nous, voyageurs, c'est un outil. C'est comme ça, la vérité des choses. On a le droit de vivre dans notre pays en servant des outils. Le voyageur, il est manuel, le voyageur, c'est ça en fait qu'on devrait nous dire de nous, au lieu de dire qu'on est forcément des voleurs de poules et on nous fout dans ces cases, quoi. Donc dans les journaux, dans les médias, ça a été Angelo, enfin un gitan en cavale, devant 5 hommes du GIGN, il aurait fait des gestes circulaires, maltraitant 5 hommes du GIGN, torse nu, alors qu'on sait très bien que mon frère n'était pas torse nu, mais ça fait tellement beau, ça fait tellement vendeur, le gitan torse nu avec son couteau. La réalité, à ces choses-là, j'ai envie de répondre, vous aurez dû rajouter même qu'il avait le petit bandana, ça fera bien plus sensuel en fait. Parce que la réalité, c'est que je pense que par rapport à la stigmatisation, ils nous fantasment ces gens-là. Ils inventent des choses, des idées perçues depuis des millénaires en vérité, et ça nous porte préjudice, ça nous porte même à la mort. Ma famille, elle est détruite, comme beaucoup d'autres familles de victimes, par rapport au racisme d'État. À l'heure actuelle, on a demandé justice. Les tueurs d'Angelo passeront jamais au tribunal. Tout repose uniquement sur une légitime défense et les ordonnances de non-lieu qu'on nous a rendues dans des bureaux parce qu'on n'a pas eu le droit à un procès. Vous savez ce qu'il y a écrit ? Au nom du peuple français. Au nom du peuple français, on nous a rendu des ordonnances de non-lieu, c'est-à-dire que les assassins d'Angelo ne seront jamais jugés. Au nom du peuple français, Angelo Garant appartenant à la communauté des gens du voyage. La réalité, c'est que d'appartenir à la communauté des gens du voyage, pour l'institution judiciaire, policière, en fait, c'est l'excuse de nous donner la mort, de nous maltraiter. Et au-delà de la mort de mon frère, en plus, le traitement judiciaire, comme s'il était personne, il est mort parce qu'il est un genre, il fait partie de la communauté des gens du voyage. Excusez-moi 2 minutes, on va tuer un chien, on va tuer un chat dans la rue. Là, on va voir toutes les associations d'animaux. C'est normal, c'est pas... On ne va pas revenir là-dessus, mais où est rendue l'humanité? Où est rendu ce qu'on veut nous faire croire? La liberté, l'égalité, la fraternité. C'est pour ça que je vous remercie encore, mesdames les députées, de nous donner la parole ici aujourd'hui. Et par rapport aussi à tout ça, on a les médias, ils nous ont sorti, voilà, Angelo, il a mérité. La justice nous a sorti la même chose. On nous a tous sorti. Et on a eu un journaliste qui a fait son travail pour Libération. Quelques semaines après la mort d'Angelo, il a été interrogé un commandant de police. Parce qu'en fait, ceux qui ont tué Angelo, le GIGN, c'est les antennes du GIGN qui ont été créées après 2015, les attentats. En fait, c'est pour déléguer tout ce qui est antiterrorisme et tout. Il y a eu 5 antennes du GIGN créées, mais heureusement, on n'a pas des attaques terroristes. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces groupes qu'on a créés, de GIGN? Vous savez ce que le commandant de police a dit aux journalistes? On leur fait faire des entraînements chez les gens du voyage, parce qu'ils ne peuvent pas rien faire. Et quoi plus sensationnel qu'un entraînement chez les gens du voyage? On sait très bien ce qu'ils pensent, ils ne savent jamais combien on est. On est des grandes familles, ils ne savent pas combien on est. Et en plus, toujours leur truc, ils sont armés automatiquement. Mais chez les gens du voyage, il y a aussi des chasseurs. Il y a aussi, il y a le truc vraiment ils sont armés, ces gens-là sont dangereux. Et ils tirent de sources policières que
les antennes du GIGN font souvent des entraînements sur les gens du voyage. Et c'est pas nous qui l'inventent. Et la réalité, c'est que aussi, vu qu'on est des gens du voyage sédentaires, on habite à un corps de ferme dans une petite campagne tranquille, d'où la sédentaire, c'est aussi de vouloir être tranquille. Et la réalité de là où on habite, il n'y avait pas mieux pour s'entraîner. C'est un corps de ferme, il y a des caravanes. C'est vraiment exceptionnel, on ne sait pas combien il y a de personnes. Et Angelo, il est vendu vraiment aux hommes du GIGN par toute l'institution judiciaire comme appartenant à la communauté des gens du voyage. Donc c'est-à-dire, c'est un homme potentiellement, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est pas mon idée que je veux crier et profiter de la mort de mon frère pour dire attention parce qu'on est voyageurs. C'est écrit noir sur blanc dans le dossier judiciaire. Angelo appartenant à la communauté des gens du voyage, potentiellement armé, potentiellement dangereux. Quand on voit ça écrit de notes, on a accès, nous aussi, on devrait avoir accès à la justice, pas qu'en tant qu'accusé et coupable. Si je me bats aujourd'hui, je n'aurai pas justice, j'attaque l'État pour violation du droit à la vie de mon frère, parce que mon frère, il avait le droit de vivre comme tout individu. Et en fait, je milite et je continuerai, à défaut d'avoir eu justice, j'ai une vérité dans les mains que mon frère n'est pas mort en état de légitime défense. Et si je milite, c'est pour dire aussi le traitement judiciaire. Et avant d'en arriver là, on doit prendre en considération que nous sommes des voyageurs, que nous existons et que les portes des tribunaux nous appartiennent aussi en tant que victimes. Si je me bats pour la vérité de mon frère, c'est uniquement pour que je ne demande pas un singe, je ne suis pas là pour être l'avocate de mon frère qui ait fait ceci, cela de sa vie passée. Sa vie lui a appartenu et ça, c'est sa vie, c'est son truc. Mais sa mise à mort, moi je suis là pour je milite pour la façon de la mise à mort de mon frère en tant que voyageur. Et c'est pour ça, faut pas attendre d'en arriver à comme moi. Le seul regret que je regrette rien. J'ai pas eu justice, j'estime que nous n'avons pas perdu la justice parce que nous n'avons pas eu de procès. La justice n'a jamais voulu venir se la mettre sur la mort d'Angelo, puisque quand la force publique tue, le minimum qui doit être accordé, c'est qu'un procès public ait lieu. Parce que, d'accord, c'est la mort d'un voyageur, la mort de mon frère, mais c'est la mort d'un homme, c'est la mort d'un citoyen français, c'est la mort qui regarde en fait la société. Ça regarde la société, comment mon frère a été tué, plus on applique un article de loi, le L435 pour la première fois sur la mort de mon frère. Qui va se soucier d'Angelo? C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que mon frère il est mort. Ils se sont dit qui va se soucier d'Angelo? Un détenu appartenant à la communauté des gens du voyage. Ces gens-là, ils sont illettrés de toute façon. Ces gens-là, jamais ils se lèveront. Et bien aujourd'hui, moi, Aurélie Garand, au nom de mon frère, je le dis, nous nous battrons pour la justice et la vérité, pour faire exister le droit des voyageurs et que nos jeunes prennent position et prennent conscience que c'est leur place, qu'ils ont le droit d'exister, qu'ils n'ont pas à avoir honte d'appartenir à la communauté des gens du voyage, de le revendiquer fièrement, accomplir nos devoirs, mais aussi répéter que nous avons des droits et les prendre si on ne veut pas nous les donner. Voilà. Bonsoir à tous. C'est assez dur de prendre la parole après Aurélie, mais ce soir je suis extrêmement fière d'être ici avec vous tous, avec vous la jeunesse Romani, avec vous nos anciens qui sont là, qui nous faites l'honneur d'être là avec nous. Et pour ça, je remercie aussi Daniel et Ercilia d'avoir permis cette journée ensemble. Alors, cette première table ronde, il s'agit d'identifier c'est quoi l'antitiganisme, mais l'antitiganisme, nous, on le vit depuis notre naissance jusqu'à la mort, et Aurélie vient de nous le raconter très bien.
L'antiziganisme, c'est notre vie, c'est ce que nous avons tous vécu, beaucoup d'entre nous ici dans cette salle. Moi, je suis Romni de Roumanie. Je suis née dans un quartier rome à 99%. Donc, je suis née avec mon père et ma mère sont roms. J'ai grandi avec des Roms, un quartier où évidemment il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité. On était en périphérie de la ville de Craiova en Roumanie. Un quartier où la grande majorité des hommes et des femmes n'avaient pas d'emploi à cause du racisme. Un quartier où c'est pareil, pour avoir accès à l'hôpital, il fallait payer de l'argent, sinon c'était tant pis pour ça. Un quartier où à chaque fois qu'il y avait un cambriolage quelque part, c'était le premier qui était perquisitionné par la police, évidemment. Et moi, dès l'école, dès la maternelle, j'ai appris ce que c'était l'antiziganisme, j'ai appris ce que c'était le racisme et la honte d'être Romni. On m'a très vite appris, dès l'âge de 3 ans, à parler le roumain, la langue des gadgets, pour qu'on ne m'identifie pas comme une Romni. Mes parents m'ont inscrit dans une maternelle dans un quartier de gadgets, donc j'ai grandi dans un quartier rome, je suis allée dans une classe entièrement peuplée de gadgets. Je vous laisse imaginer le racisme que j'ai vécu à partir de l'âge de 3 ans. Personne ne voulait me donner la main en classe. À ma table, aucun autre élève ne s'asseyait. Malgré les efforts de mes parents de m'habiller toujours comme il faut, malgré le fait que je parlais roumain parfaitement. Mes parents, ma mère, qui était aide-soignante à l'hôpital, parce qu'elle avait caché son identité Romanie, et mon père comptable, pareil, il avait dû cacher son identité Romanie pour pouvoir avoir un travail, l'ont perdu dès que leur identité Romanie a été découverte, dénoncée par les autres collègues jaloux. Nous avons dû, comme beaucoup d'autres de notre entourage, partir, quitter la Roumanie pour chercher une vie meilleure, une vie plus digne, une vie où on aurait les droits égaux, comme tous les autres. C'est ce que voulait mon père, c'était son rêve. Alors on est allé en France, le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme, le pays de l'égalité. Qu'est-ce qu'on a vécu ici en arrivant? C'était la misère et encore une fois l'humiliation et la honte. On est arrivé, on a vécu dans un bidonville. Un bidonville, c'est la misère, c'est pas notre choix. C'est on n'avait pas d'autre choix que de vivre dans cette pauvreté, dans ces conditions de vie indignes. On a demandé l'inscription à l'école, mes parents ont demandé notre inscription à l'école. Elle nous a été refusée parce qu'on n'avait pas de justificatif de domicile et je sais que certains parmi ici, qui sont parmi vous, et Milo, tu en as parlé tout à l'heure, sont confrontés au même refus d'inscription scolaire qui perdure, ça fait plus de 20 ans. Et c'est exactement la même chose que vivent les enfants aujourd'hui en France, ceux qui vont en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, en aire d'accueil de gens qui voyagent. Ma mère et mon père, eux aussi, ont vécu la violence policière dès notre entrée en France, et même après, puisque l'humiliation, vraiment, on l'a vécue dans notre chair. Ma mère, et je le dis ici, à l'Assemblée nationale, et je le dis pour lui rendre sa fierté, ma mère a été obligée de se sacrifier pour nous, pour qu'on puisse avoir à manger. Elle a été obligée de mendier pour nourrir sa famille. Et en faisant cela, certains policiers ont jugé bon, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, de l'emmener sur une route de montagne et de la déposer dans un endroit inconnu, où elle ne savait pas du tout où elle se trouvait, évidemment sans aucun téléphone, avec un enfant qui était ma petite sœur, âgée de 3-4 ans, à la main, en plein hiver. Ça, c'est pas de la violence policière, je ne sais pas ce que c'est, pour le seul crime d'avoir mendié pour nourrir sa famille. Donc, le racisme et l'antiziganisme, je pense que ici, dans cette salle, nous sommes nombreux à le connaître. Et je ne vous parle pas de ce que j'ai vécu à l'école en France, des insultes, des moqueries, de l'isolement. Et je sais que vous êtes aussi nombreux ici dans cette salle à le vivre et à essayer de cacher son identité. Alors, quand on fait ce constat-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Évidemment, je vous ai dit, on m'a appris dès que j'étais enfant à cacher mon identité. Est-ce que c'est la seule chose qui nous reste pour nous protéger? C'est de se cacher? C'est la honte? Et j'ai choisi très tôt de dire non, je n'aurais pas honte. J'ai choisi très tôt d'affirmer haut et fort que je suis Romni et que je suis fière. Et
J'ai pu le faire aussi parce que nos anciens ont aussi mené des combats dont je me suis inspirée, et des combats, notamment Milo, ou Baba, ou Payou qui sont là dans cette salle, et bien d'autres, des combats pour nos droits, des combats pour nos libertés. Et je pense que c'est extrêmement important de s'en inspirer, de leur dire merci parce que vous avez contribué à nous protéger, à protéger nos droits. Et aujourd'hui, c'est à nous, à la jeunesse Romani, à vous qui êtes là aujourd'hui avec nous ce soir, qu'il revient de continuer ces combats, d'aller beaucoup plus loin pour nous, pour nos enfants à venir. Et ces combats, du coup, quand j'ai compris ça, j'ai compris que c'était à nous qu'il revenait cette charge de nous battre pour nos libertés, pour notre fierté. Je l'ai fait avec d'autres jeunes, notamment en fondant le collectif École pour tous, lorsque moi j'ai réussi à devenir avocate en France et à faire la fierté de ma famille. Je me suis dit, je ne peux pas, moi qui ai réalisé mon rêve, je ne peux pas accepter que les autres enfants comme moi, ceux qui vivent les mêmes humiliations, les mêmes injustices, je ne peux pas accepter que eux, leurs rêves soient brisés. Je ne peux pas accepter que eux n'aient pas d'avenir en France. Alors, avec des enfants et des jeunes, des Roms vivant en bidonville, des jeunes voyageurs vivant en aire d'accueil, des jeunes mineurs isolés étrangers, des enfants qui vivent en squat, en bidonville, des enfants de Mayotte, nous avons fondé le collectif École pour tous pour faire en sorte que tous les enfants comme nous puissent eux aussi aller à l'école, se sentir bien à l'école, réussir à l'école et réussir à réaliser leurs rêves et à en avoir. Et nous avons obtenu des victoires. Nous, ces enfants-là, pauvres, humiliés, maltraités, nous avons réussi à faire changer la loi de la République française. Nous avons réussi, et d'ailleurs, dans cette salle, nous sommes venus et nous avons initié ce changement ici, notamment aussi avec Daniel Obono qui nous a soutenus dans ce combat que nous avons mené. Nous avons changé la loi. Désormais, un justificatif de domicile n'est plus exigible pour s'inscrire à l'école. Et nous l'avons même réussi à le faire appliquer en justice parce que, comme je vous le disais, je suis avocate et cette loi que nous avons réussi à gagner, je l'ai fait appliquer pour les enfants qui vivent en bidonville en Seine-Saint-Denis, notamment avec le collectif des mamans. Nous avons fait condamner les maires, plusieurs maires de gauche et de droite, des maires des communes qui refusent d'inscrire nos enfants à l'école. Nous avons fait condamner en justice et nous sommes même allés jusqu'au Conseil d'État qui nous a donné raison et qui nous a dit que nos enfants aussi ont ce droit-là fondamental d'être éduqués, d'avoir un avenir et de rêver. Ce combat, nous l'avons mené aussi, notamment sur un autre problème qu'on vit tous, et je voulais le mentionner parce que Soilène Demestre, qui est la directrice du collectif d'Assovas, qui aurait dû être là ce soir et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre car elle a perdu sa mère cette semaine. Milo, tu parlais du problème des aires d'accueil, du fait qu'on n'a même pas de place. L'antiziganisme, c'est quoi? On a de place nulle part. On est chez nous nulle part. On est chez nous nulle part, et même quand il y a des aires d'accueil qui sont créées, dans 95% des cas, elles sont dans des aires polluées, indignes, sales, dans des lieux qui sont loin de tout. C'est notamment ce que vivent les voyageurs à LM Ronchin, dans une aire qui est particulièrement polluée, à côté d'une bétonnerie, d'une concasserie, où il y a la poussière qui détruit leurs poumons. Dans cette métropole à Lille, avec le collectif d'Assovas, nous avons réussi, là encore, quand nous sommes mobilisés, nous avons organisé notamment une marche des fiertés au mois de mars et nous sommes battus, nous avons réussi à faire plier la métropole de Lille et à instaurer dans le règlement intérieur de toutes les aires d'accueil de la métropole le respect de nos droits et de nos libertés, le respect d'être chez soi et que personne rentre dans ta caravane quand tu veux, le respect et la protection du fait qu'on ne puisse pas nous mettre des sanctions parce que des sanctions pour tout et n'importe quoi et qu'à chaque fois ce soit justifié. Nous les avons obligés à nous respecter, c'est la première fois que ça se fait parce que dans le règlement intérieur, aucune de nos droits et libertés n'était mentionnée et ça nous avons réussi à le faire parce que nous nous sommes battus. Et c'est uniquement par le combat que nous avons mené ensemble que nous avons remporté ces victoires dont on peut être extrêmement fiers.
moi, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, c'est à vous, c'est à vous, la jeunesse qui est là maintenant, de continuer ces combats, de continuer les victoires qu'on va obtenir pour gagner notre fierté, pour gagner notre dignité et nos droits, et notamment ici dans cette pièce, et ça commence ce soir. Ce que je voulais vous dire, et ce que je vous invite à faire, c'est ici, à l'Assemblée nationale, la maison du peuple, c'est de vous sentir chez vous. Nous sommes, nous aussi, Roms, Sinti, Manouches, voyageurs, gitans, Yéniches, nous sommes chez nous ici. Malgré que ça déplaise à certains, nous sommes chez nous ici. Ça m'amène des crérés, ça m'andamaro romano, amerom sambarvale. C'est ça que je voulais vous inviter à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était à la fois fort et inspirant. Très bien, très bien. Vraiment.